Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'annonce des Ukrainiens le 23 mars dernier où ils ont fait une demande de volontaires, pilotes, ingénieurs ou techniciens pour venir aider l'armée de l'air ukrainienne. Donc vous l'aurez compris, on va parler de cas historiques en rapport à ça, avec notamment l'escadrille Lafayette ou encore les Tigres volants. Nous allons parler de la présence de formateurs, pilotes de chasse ou même mécaniciens à l'étranger. Est-ce que c'est une pratique courante? Et spoiler alerte, absolument. Et ensuite derrière, nous allons essayer de voir, ok, en quoi est-ce que la France pourrait aider, pour quel type de matériel, sous quelles conditions, et prendre pour finir un cas pratique d'un militaire d'actif qui souhaiterait aller aider les Ukrainiens ou d'un ancien militaire qui souhaiterait aller aider les Ukrainiens. Concrètement, comment ça pourrait se passer, à quoi il faut faire attention, et tout ça après le jingle. Roger ball. La ressource humaine, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, d'autant plus que nous sommes maintenant dans des guerres avec beaucoup de technologie. À partir du moment où vous avez des matériaux très complexes, des avions de combat, certains chars, de l'artillerie complexe, il va falloir du personnel très formé. Et quand vous voulez monter en compétences rapidement, il faut souvent externaliser. Les Ukrainiens y ont bien compris et ce 23 mars, leur demande de pilotes, d'ingénieurs et de techniciens est directement liée à cette problématique-là. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore quel type d'avions occidentaux pourraient équiper les Ukrainiens. On sait que des MiG-29 ont récemment été cédés. Apparemment, des Sukhoi 25 l'ont été il y a également quelques temps. Une chose est sûre néanmoins, contrairement à ce qu'on a pu lire, encore une fois, dans la presse, un peu la sensation, il n'y a pas de pilotes ukrainiens en formation sur Mirage 2000 à l'heure actuelle dans l'armée de l'air et de l'espace française. Donc attention à tout ce qui se dit. Par contre, utiliser des volontaires à des fins militaires, ce n'est pas nouveau. Et on l'a vu notamment en France pendant la Première Guerre mondiale avec l'escadrille Lafayette, en hommage au marquis de Lafayette qui a aidé les États-Unis à se libérer de la couronne britannique. 1916, création de ces volontaires qui étaient sous commandement français, qui ont été annexés par l'armée américaine en 1917, qui ont vu plusieurs as, plus de 209 aviateurs à leur côté, notamment le premier noir américain pilote, qui d'ailleurs n'a pas été autorisé à rejoindre l'armée américaine derrière. Toujours est-il la fameuse tête de Sioux, le Lafayette, qui était d'ailleurs une unité sur Mirage 2000 récemment. Si on va beaucoup plus à l'est, en Asie, les Tigres volants de Chénaud, du général Chénaud, et ils aidaient les Chinois face aux Japonais. Plusieurs centaines de pilotes, des centaines de mécaniciens qui se battaient, qui même avaient des primes s'ils arrivaient à détruire des avions adverses. On les appelait le First AVG, American Volunteer Group, le groupe des volontaires américains. Donc rien de nouveau, le fait d'avoir des unités pilotes et mécaniciens de volontaires étrangers, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 100 ans. À partir de là, ce n'est pas la seule chose qui existe. Vous avez également de la formation dans les pays étrangers. À l'heure actuelle, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Oman, en Arabie Saoudite, vous avez des Occidentaux qui font de la formation et qui volent avec les armées qui proviennent des États-Unis, qui proviennent de l'Angleterre, qui proviennent de France et d'une multitude de nations. Les Irakiens, sous Saddam Hussein, ont d'ailleurs été formés par des pilotes français. Mon père avait fait quelques vols alors qu'il était militaire avec des Irakiens. Vous avez également la Libye sous Kadhafi, mais plus récemment, vous avez la Malaisie, l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Argentine également. Tous ces pays-là ont eu ou ont vu des pilotes occidentaux venir les former. And then one day I got a phone call from Boeing, and they asked if I would be interested in going to Malaysia and being a Malaysian F-18 instructor pilot. So... Alors attention, il ne faut pas tout confondre. Vous avez la formation encadrée par un État, où là, ça va plutôt être ce qu'on appelle du soutien à l'export. Donc là, c'est des militaires qui sont détachés ou qui, durant leurs heures normales, vont former ces clients export. Ça, c'est un point. Ensuite, vous pouvez avoir des pilotes qui appartiennent aux constructeurs et qui vont former sur Rafale des Égyptiens ou des Indiens. Vous pouvez également avoir des sociétés militaires privées, il y en a beaucoup chez les anglo-saxons, qui font des formations. Formation théorique ou formation pratique. Là, le grand point d'attention, c'est quoi? C'est la classification. Quand c'est un pays
ou un fabricant qui partage, ce qu'il peut partager est généralement beaucoup plus grand en termes de classification que ce qu'une société militaire privée va avoir le droit de partager. Forcément, si c'est un État qui décide de partager, il va pouvoir définir le cadre du partage possible. Si c'est une société militaire privée, il va falloir rester en source ouverte et donc le partage sera moins fort. De manière générale, on peut dire, encore de la fameuse loi de Pareto, que pour ce qui est de la formation d'un pilote sur un aéronef occidental, 80% des choses vont être de la source ouverte, 20% des choses vont être classifiées. Pourquoi? Parce que pour apprendre un nouveau vecteur, pour apprendre un nouvel avion, il y a toute la partie vecteur, donc l'aéronef en tant que soi, comment est-ce qu'on pilote l'avion, et vous pouvez très bien vous acheter à l'heure actuelle un Mirage F1 démilitarisé et faire du Mirage F1 aux États-Unis, c'est absolument légal. Donc on peut vous former à piloter un Mirage F1, c'est complètement légal, donc ça c'est source ouverte, c'est non classifié. Et une autre partie qui est la partie mise en œuvre de l'armement. La mise en œuvre de l'armement est plus complexe. Vous avez une partie tactique, mais vous avez surtout une partie connaissance de l'armement qui là généralement est classifiée. Dans tous les cas, quelle est la différence entre un mercenaire, une société militaire privée, tous ces points-là? Un mercenaire, c'est un individu spécialement recruté pour combattre dans un conflit armé. Il n'est pas ressortissant ni membre des forces armées du pays. Il prend ou il tente de prendre part directement aux hostilités afin d'obtenir un avantage personnel. Donc si vous vous êtes inclus dans les forces armées, comme la Légion étrangère par exemple en France, eh bien vous passez à côté de cette loi de 2003 du mercenariat. Si vous êtes volontaire pour l'armée ukrainienne, vous contournez ces soucis de mercenariat et vous êtes donc dans la légalité vis-à-vis du droit français. Alors maintenant, avoir des pilotes de chasse occidentaux, des ingénieurs ou des techniciens, c'est bien, mais le vrai problème, c'est pour travailler sur quel type d'aéronef. En tant que pilote, moi, vous me mettez face à un F-16, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Je vais peut-être réussir à le décoller, à faire du vol en patrouille. Je peux vous expliquer comment voler en patrouille, mais le système d'armes, toutes ces choses-là, je ne suis pas formé dessus, je ne sais pas faire. Vous me mettez dans un autre type d'avion, même un Atlantique 2, vous me mettez dans un Hawkeye, vous me mettez dans n'importe quel type d'avion, je ne sais pas faire, je ne suis pas formé dessus. Et donc, à partir de là, le pilote va pouvoir aider dans son domaine de compétences. Donc, un pilote de Rafale, est-ce qu'il pourrait aider sur Mirage 2000C? Encore une fois, pour toute la base, pilotage de l'aile delta, philosophie un petit peu d'assaut, oui. Après, pour ce qui est de tirer par exemple un Super 530, un missile Fox 1, eh bien moi, personnellement, je ne sais pas faire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un pilote, un mécanicien, un ingénieur, il a des compétences sur une machine. Par exemple, un pilote de ligne, on parle de qualification de type. Si vous changez de type, vos compétences, elles tombent en chute libre. Donc, faire ce demande d'aide occidentale, très bien, mais ça va dépendre pour une machine. Vous avez sûrement entendu parler, à l'heure actuelle, ça discute, d'après certaines sources, de Mirage 2000-9 qui appartiennent aux Émirats Arabes Unis, qui peut-être, je dis bien peut-être, pourraient être envisagés pour l'Ukraine. Dans ce cas-là, ils vont avoir besoin de quoi? Ils vont avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens et de pilotes avec une compétence sur Mirage 2000, 2000-5 ou 2000D, ce genre d'aéronef. Quelqu'un qui a fait du F1 va pouvoir un petit peu aider, mais ne sera pas aussi impactant que quelqu'un forcément qui est formé sur Mirage 2000. Si maintenant il n'y a aucun Mirage 2000 qui est livré à l'armée de l'air ukrainienne, mais que des F-16, vous pouvez être mécanicien sur Mirage 2000, vous pouvez être pilote sur Mirage 2000, vous allez pouvoir aider un petit peu, la philosophie du vol en patrouille, 2-3 choses comme ça, mais vos compétences vont être très très limitées. Donc notre domaine d'expertise est très micro. Je ne sais pas fabriquer un avion de chasse et nos compétences, j'insiste vraiment dessus, sont vraiment limitées aux vecteurs que l'on utilisait. Et donc à partir de là, je ne saurais pas vous expliquer comment bien vous battre avec un F-16, tout simplement. Maintenant, une fois que ça c'est dit, si vous êtes actuellement militaire d'active et que vous voulez aller aider les Ukrainiens suite à cet appel, vous allez avoir un problème. En tant que militaire d'active, vous ne pouvez pas juste partir et aller là-bas. Ça s'appelle déserter et ce n'est pas une situation d'avenir. Si vous êtes un militaire qui vient de quitter, là, il y a une zone un peu compliquée. Souvent, on pense que, moi j'ai fait mon dernier vol en septembre 2017, je n'étais pas civil le mois d'après. J'ai été civil le 1er février 2021. Et pour tout vous dire, fin 2019, j'ai même re-signé avec l'armée qui m'a accompagné dans mon programme de reconversion. À partir de là, si j'avais une opportunité de travail ou autre, devoir numéro 1 du militaire, rendre compte. Donc vous devez rendre compte et ça doit être cohérent avec votre statut de militaire. Et comme vous l'avez bien compris, il est impensable qu'à l'heure actuelle, un militaire d'active, même dans le cadre de sa reconversion, soit projeté, parte en Ukraine sans autorisation politique. À partir de là, dans tous les cas, eh bien vous devez être civil, avoir quitté votre état de militaire pour pouvoir espérer partir là-bas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites?
eh bien, il ne faut pas oublier que pendant 5 ans, après avoir quitté votre statut de militaire, vous êtes rappelable. Et la logique voudrait qu'avant de partir là-bas, eh bien, vous rendez compte à votre ancienne chaîne hiérarchique de manière à voir si ça peut les intéresser d'avoir des informations sur ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, et on l'a bien vu avec l'Ukraine, c'est l'humain, human intelligence, c'est le renseignement. Et le fait d'avoir des Français qui seraient avec l'armée ukrainienne, ça permettrait au renseignement français d'avoir énormément d'informations très rapidement, donc de se construire une bonne compréhension de la situation et pouvoir anticiper, savoir ce qui se passe, c'est tout simplement du pouvoir en 2023. C'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour tous les pays. Avoir de l'humain, avoir des yeux et des oreilles un petit peu partout, ça vous permet de mieux anticiper, de mieux savoir le niveau des adversaires, de mieux savoir le niveau des alliés et donc de prendre les meilleures décisions pour votre état final recherché, que vous soyez militaire d'active ou ancien militaire, parce qu'on a tous les mêmes valeurs, hein. La marine c'est honneur, patrie, valeur, discipline, à savoir eh bien, ce qu'il y a de mieux pour notre nation, pour nos citoyens et pour les intérêts de la France. J'espère que cette vidéo aura un peu répondu à la question que vous vous posez sûrement. Dans quel cadre est-ce que des Français pourraient aller aider les Ukrainiens? Alors, que ce soit un technicien, un ingénieur, un pilote, eh bien, il faudrait, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur un avion sur lequel nous ayons de l'expertise pour pouvoir vraiment être impactants. Et ensuite, ce partage ne pourrait se faire qu'en tant que civil, dans le cadre des sources ouvertes, en aucun cas dans le cadre de sources classifiées. Et là où ça devient très intéressant, c'est si les Ukrainiens récupèrent des Mirage 2000 et ont donc accès à de l'armement sur Mirage 2000, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, il faut quand même que l'État français et Dassault s'y intéressent un minimum. Je vais quitter ma terrasse parce qu'il y a le feu juste à côté. C'est les charmes de Paris. Je vous souhaite bien, une excellente prise de recul. Comme vous le savez, la vocation de cette chaîne, c'est vous permettre de prendre du recul et d'essayer de vous informer de la manière la plus débiaisée possible. C'est notre raison d'être. C'est la raison également pour laquelle j'ai écrit Au-delà de l'Ukraine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, très bon week-end et fly safe.